Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas, à nous dire sur quelle région, vous êtes pour qu'on voit un petit peu, si, vous êtes originaire même de Guadeloupe, Martinique, Réunion peut-être? C'est les bons horaires. Peut-être un peu tard pour la Réunion. Ukraine. Bourgogne. Hop, on attend une petite minute, puis on pourra commencer, la webconférence sur l'étude de marché. Sachez que la webconférence va être enregistrée et ensuite elle sera mise sur notre chaîne YouTube. Cependant, on ne vous partagera pas le support parce qu'on a souvent cette question, donc on ne partagera pas ce support et je vous enverrai à l'issue de la webconférence un petit mail récapitulatif, notamment avec le lien du replay, ainsi que toutes les informations sur l'association ADI. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Hop. N'hésitez pas pendant la webconférence à poser vos questions dans le chat, même à vous répondre, parce qu'on a certains qui se répondent entre eux, donc ça permet de le faire vivre. J'essaierai de répondre au maximum de questions dans le chat et si je n'ai pas la réponse, je pousserai directement les questions auprès d'Emmanuel. Et Emmanuel, je te propose peut-être de te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de voir qu'il y a autant de monde sur cette webconférence. Donc, je suis Emmanuel Guirado et je suis bénévole à l'ADI depuis plusieurs années. Voilà. Et avant d'être bénévole à l'ADI, je dirigeais une très grande entreprise dans des tas de pays internationaux où je ne vous conseille pas d'aller passer vos vacances. Et je vais me présenter aussi. Donc, je suis Cassandra Le Grisley. Je suis chargée de projet à l'ADI. Donc, moi, à différence d'Emmanuel, je suis salariée et une partie de mes missions, c'est de programmer en tout cas les webconférences nationales de l'ADI, qui sont en adéquation aussi avec vos besoins. Et aujourd'hui, on accueille Emmanuel qui va vous présenter ce sujet, c'est-à-dire l'étude de marché. Et moi, je serai présente, peut-être que certains le savent déjà ou m'ont déjà vu, je serai plutôt présente en co-animation. Voilà. Donc, je vous propose qu'on puisse commencer la webconférence. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent, la webconférence sera enregistrée. Donc, si vous avez raté une slide à un moment, sachez qu'un replay sera disponible, pas de panique. Donc, alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est déjà de vous présenter qui on est. Ce sera déjà bien pour vous donner une petite idée, qui est l'ADI. Ensuite, Emmanuel prendra le relais, vous présenterez ce que c'est une étude de marché et pourquoi est-ce qu'il faut en faire une. Ensuite, il vous expliquera aussi les différentes étapes et à travers aussi des exemples personnels qu'il peut avoir, en fait, vous exposer un petit peu quelles sont les étapes à réaliser. Ensuite, on fera un petit focus sur les entretiens clients. Et enfin, comment on prépare sa stratégie commerciale. Et enfin, pour conclure, comme on le fait habituellement, vous expliquer quelles sont les offres de financement à l'ADI et nos offres partenaires. Alors, donc, nous, on est une association. Ça fait aujourd'hui 36 ans qu'on existe. On a été fondé en 1989 par Marie Nova, qui était une économiste et pionnière du microcrédit en France. Elle a notamment travaillé beaucoup au gouvernement. Et on est une association qui est reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise aujourd'hui. Et si on doit vous donner notre mission aujourd'hui, ça va vraiment être de permettre en fait à chacun, même une personne qui n'a pas forcément de capital, parce que ça, on a souvent la question, donc on n'est pas obligé d'avoir un capital quand on emprunte à l'ADI, et même sans diplôme, sans forcément les revenus adéquats ou la situation adéquate, pouvoir emprunter de l'argent pour pouvoir créer ou développer son entreprise, parce que parfois, on en est empêché à cause de cette situation. Le système bancaire veut parfois que vous ne puissiez pas être éligible à un crédit bancaire classique, et c'est là que l'ADI peut intervenir pour financer votre projet d'entreprise, et ce, quelle que soit votre situation. Donc, on est vraiment présent partout, sur tous les territoires. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion. Donc, on est présent même dans les Outre-mer. Donc, il y a sûrement une agence ou une permanence qui n'est pas très loin de chez vous. Aujourd'hui, on est 1200 salariés 1200 bénévoles et 850 salariés. Et on a 200 agences et 390 permanences partout sur tous les territoires. Quand je parle de permanence, c'est qu'on est aussi présent chez des partenaires, notamment France Travail. On peut avoir des permanences qui sont chez des partenaires une fois par semaine, etc. Donc, il y a sûrement une permanence
ou une agence proche de chez vous. On vous invitera aussi à scanner le QR code si vous souhaitez un peu voir en fait quelle est l'agence la plus proche de chez vous. On va avoir 3 missions principales à l'ADI. Ça va être de pouvoir vous conseiller et vous financer. Donc, on finance certes, mais le but, c'est de vous accompagner sur le long terme et accompagner tous celles et ceux en fait, qui souhaitent devenir entrepreneurs, mais qui en sont empêchés parce qu'ils n'ont pas forcément la situation adéquate pour pouvoir débuter, parce qu'ils n'ont pas forcément d'apport, parce qu'ils ne sont pas forcément en CDI notamment. Ensuite, on va avoir une mission d'accompagnement, donc de vous accompagner avant l'immatriculation, pendant, mais aussi après, notamment si vous avez déjà développé votre entreprise et que vous souhaitez être financé. L'objectif, ce n'est pas uniquement de vous financer, c'est aussi de vous accompagner sur le long terme et de pouvoir vous aider en cas de difficulté, mais pas que, aussi pour monter en compétences. Et enfin, on va avoir une mission de plaidoyer, donc de pouvoir promouvoir le droit à l'initiative économique pour tous, et notamment en ce moment avec le budget du gouvernement qui prévoit en fait l'abaissement des seuils de TVA pour les micro-entreprises. Et c'est là aussi qu'on intervient aussi pour faire valoir le droit des entrepreneurs en France. Et bien, écoute, Emmanuel, je te laisse la main pour la suite. Bon, merci Cassandra. Donc, au cours des prochaines minutes, on va balayer ce que c'est qu'une étude de marché, qui est une étape extrêmement importante dans le passage de l'idée au projet et du projet au démarrage de l'entreprise en elle-même. Donc, il y a les deux choses les plus importantes quand on se lance dans une étude de marché, c'est d'adopter une posture qui est, on a marqué sur les slides la curiosité, la découverte et la prise de recul, mais c'est avant tout une posture d'honnêteté envers soi-même, puisqu'on va découvrir dans l'étude de marché des choses qui nous plaisent et des choses qui nous plaisent moins. Ensuite, ça se passe quand on va découvrir le marché et l'environnement lui-même du marché. Et donc, par conséquence, de s'ouvrir à la clientèle, celle que l'on connaît, celle que l'on imagine connaître et qui est souvent insoupçonnée. L'étude de marché, c'est une étape très importante dans la préparation du lancement de l'entreprise, parce que c'est elle qui sous-tend la stratégie. Qu'est-ce que c'est que la stratégie? La stratégie, c'est où veut-on aller? Pas comment on y va, mais où veut-on aller? Je veux remplacer Elon Musk et devenir l'homme le plus riche du monde, c'est une stratégie. Je veux être la personne qui fait la meilleure baguette de toute ma région, c'est une stratégie. Évidemment, ici, on ne parle pas de comment on arrive à concrétiser cette stratégie. Et pour arriver là, il faut clairement recueillir énormément d'informations pour savoir où on se positionne, puisque quand on est dans une entreprise, c'est le marché et lui seul qui décide de vos actions. Comme vous le voyez, tout ça en soi, ça n'est pas une stratégie, c'est des étapes préparatoires qui vont vous aider à déterminer où vous allez avec votre projet d'entreprise. Donc, la première chose, c'est de répondre à un certain nombre de questions qui se posent à chacun d'entre nous quand on a un projet d'entreprise. La première, c'est qui sont mes clients? Est-ce que mes clients ont déjà des besoins pour mon produit ou mon service? Est-ce que je les connais? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que j'en connais les tendances? Et je vais prendre des exemples ensuite. Et qui sont les véritables acteurs de ce marché, que ce soit les fournisseurs ou les concurrents? Et puis l'environnement. Et par l'environnement, on entend des considérations légales ou économiques. De tout cela résultent des opportunités et des contraintes. Comme je l'ai dit dans le slide précédent, tout ça, ça vous aide à clarifier vos objectifs pour définir votre stratégie commerciale, vos arguments de vente, vos prix, la manière dont vous positionnez le produit, etc. Ce qui est important dans la préparation de l'étude de marché, ce sont vraiment, c'est la colonne de gauche ici,
qui sont la réponse à ces questions. Donc, la détermination de qui sont vos clients. Il est certain que si vous avez le meilleur produit du monde ou le meilleur service du monde et qu'il s'adresse à une micro-niche, il faut travailler sur cette micro-niche. Je prends un exemple de la construction automobile. Vous pouvez construire la voiture standard, petite voiture pas chère, genre Renault ou Fiat ou machin comme ça, qui s'adresse à une large clientèle parce que elle va être petite et pas chère. Mais à l'opposé, vous pouvez être également un constructeur de voitures qui fabriquait des voitures de sport hyper chères et qui s'adresse là à une micro-niche de clients qui ont les moyens de se les offrir. Dans les deux cas, la connaissance de ces clients qui consomment ce produit ou qui sont susceptibles de le consommer est super importante. Un des exemples, je suis bénévole, elle a dit, et donc un des exemples que j'ai vu, c'est quelqu'un qui avait décidé de faire des burgers véganes. C'est dans l'air du temps. Mais implanté dans une banlieue à Bordeaux, je suis basé à Bordeaux, où l'appétence pour ce type de produit, elle était minime. Donc, excellente idée et pas de marché. Donc, la réponse à cette question, qui sont mes clients potentiels, est une question clé pour vous. Alors, leurs habitudes de consommation, bien sûr, si c'est un produit de consommation ou un service de consommation quotidienne ou à quelque chose qui est ponctuel, le fait de connaître vos clients et ses habitudes devient quelque chose d'absolument primordial. Les évolutions de tendance du marché, bien sûr, j'en ai parlé brièvement, qui vous donnent une idée si c'est un marché en croissance ou en décroissance. Les exemples récents que j'ai vus ici, dans cette région à Bordeaux, sont intéressants. C'est une région ici qui est viticole, donc bien connue dans le monde entier. Et on voit qu'il y a une tendance à lancer des vins sans alcool. Alors que la consommation de vin globalement est en baisse. Donc, vous voyez bien une tendance de marché qui peut ouvrir des opportunités pour certains, alors qu'elle est inquiétante pour d'autres. Donc, les acteurs du marché, bien sûr, les fournisseurs et vos concurrents, on va en reparler. Et puis, l'environnement du marché, c'est-à-dire c'est des contraintes réglementaires, des contraintes fiscales, des contraintes internationales. Si vous avez des produits qui s'exportent, vous découvrirez très vite que vous aurez des contraintes à régler. Alors tout ça, ça nous emmène… Oui, on a des questions. Oui. Alors, on a tout à l'heure, Fanchon demandait en fait ses stratégies objectifs, ce à quoi je lui ai demandé de préciser, et il me dit, selon moi, vouloir être Musk égale un objectif et non une stratégie. C'était son exemple. Ce sont les deux. Ok. Ce sont les deux. Comment dire, c'est un objectif, mais c'est en soi une stratégie. Prenez l'exemple dans le monde informatique des mondes de Microsoft et d'Apple, qui n'avaient pas en soi de stratégie, puisque ce sont des gens qui faisaient de la technique et qui ont commencé à faire beaucoup d'argent avec elle, jusqu'au moment où des acteurs extérieurs, Google pour ne pas le nommer, est rentré sur ce marché il y a maintenant 25 ans et a forcé ces gens à avoir une stratégie pour devenir les leaders sur le marché, avec des hauts et des bas comme chacun le sait. Et on a d'autres questions sur la clientèle, notamment de Séverine. Comment procéder pour étudier la clientèle potentielle? On va y venir. Ouais. Comment faire pour connaître ses clients, justement, on en parlera juste après sur le personnel. On va y venir. Donc, il y a plusieurs étapes pour réaliser une étude de marché. Et on va rentrer dans le concret. La première chose, c'est de définir vos clients. On ne segmente pas les choses de la même façon si on vend à des particuliers ou on vend à une entreprise, ou on vend aux deux. Parce que
c'est ce qui vous aide à déterminer leur logique d'achat et leur logique de renouvellement. Je vais vous donner des exemples. Si vous êtes un plombier ou un électricien qui travaille avec des particuliers, vous devez savoir qui sont vos clients, donc des particuliers, qui sont généralement des gens qui ont soit un besoin sur un projet, je construis ou j'aménage ma maison, ou un besoin ponctuel, je suis en panne, à l'aide, aidez-moi. Donc, ces clients, en tant que particuliers, ont des attentes et des aspirations complètement différentes d'une entreprise qui dit, écoutez, moi j'ai un énorme projet là, etc., j'ai besoin d'un électricien pour un petit bout de mon projet. Et on ne vend pas de la même manière aux uns et aux autres. Le fait de le savoir, et donc de positionner ensuite votre stratégie commerciale, on va parler de la stratégie commerciale ensuite, c'est extrêmement important. Parce que ça va vous emmener à réfléchir non seulement à votre offre de produits ou de services, mais également à la valeur qui est attachée. Et on va parler de la valeur, comment dire, un certain nombre de fois durant cette webconférence. Alors, la question, c'est, quand on essaye de définir qui sont vos clients, c'est de définir qui sont-ils vraiment. Si c'est une entreprise, si vous vendez à des entreprises, quelle est-elle et comment fonctionne-t-elle? Est-ce que c'est un besoin ponctuel d'un prestataire ou un besoin qui va être récurrent? Et je vais vous donner des exemples. Hein. Et l'impact qu'il y a pour vous en tant que fournisseur. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Si vous vendez à une entreprise qui passe un marché, vous êtes installé à Amiens et cette entreprise, elle est à Lyon, cliente. Ça va avoir un impact dans votre manière, évidemment, de traiter avec elle ou de ne pas traiter. Si c'est une collectivité locale, c'est la manière de répondre à un appel d'offres. Ce qui n'est pas le cas pour Emmanuel particulier qui a besoin d'un électricien qui va simplement faire appel à nous. Donc, quand on traite avec des entreprises, la posture, on a parlé de posture au début, n'est pas du tout la même que celle que l'on va adopter avec un particulier. Bon, j'ai parlé de service, mais si ce n'est pas un service, si c'est un produit, on travaille de la même façon. Vous fabriquez des crèmes ou des cosmétiques et vous avez un des grands problèmes qui se posera à vous, c'est la distribution. Est-ce que vous distribuez vous-même? Est-ce que vous distribuez via Internet? Ou est-ce que vous travaillez avec un distributeur ou une chaîne de distributeurs? Et la manière de travailler, la manière de vous positionner par rapport à cette entreprise qui est à la fois votre cliente et un intermédiaire, elle est absolument primordiale. Si vous travaillez avec des particuliers, la question qui va se poser, c'est comment est-ce que ces particuliers vont vous considérer? Est-ce qu'ils vous voient comme un sauveur? Je suis plombier, je viens vous dépanner parce qu'il y a une fuite, vous êtes le sauveur ou la sauveuse, ou quelqu'un qui a un projet. Je suis en train de construire ma maison, j'ai besoin d'un plombier, d'un électricien. Comment pouvez-vous vous insérer dans mon projet de rénovation de maison? Et vous voyez bien que la manière dont vous allez aborder ça d'un point de vue commercial par la suite ne sera pas du tout la même. Donc, dans l'étude de marché, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il est hyper important que vous ayez des détails sur ce qui est inscrit sur cette diapositive, à gauche comme à droite, pour voir comment vous vous positionnez. Et on a beaucoup parlé de la colonne de gauche, entreprise. Maintenant, parlons de la colonne de droite.
si vous offrez un service ou un produit qui est destiné aux femmes ou aux hommes, l'air de rien, certains des marchés sont genrés. C'est-à-dire que vous vous adresserez à un type de clientèle bien particulier. De même pour les tranches d'âge. On le voit bien, si vous regardez les publicités, vous voyez bien les publicités qui s'adressent à la jeunesse, aux personnes d'âge moyen ou aux personnes âgées, qui sont parfaitement ciblées à cet égard. De même pour les catégories socio-professionnelles, où là, l'impact dans votre stratégie commerciale sera lié au choix des mots que vous emploierez et même aux tournures de phrases. On ne vend pas de la même façon à quelqu'un de 25 ans et à quelqu'un de 70 ans. Typologie de la famille, bien sûr, en fonction si on s'adresse simplement à un adulte ou à un adulte et des enfants. À cet égard, je vous encourage à beaucoup regarder la publicité à travers ce filtre, où vous voyez à travers une publicité parfaitement à quel type de marché la publicité pour un produit ou un service s'adresse. Bon, les habitudes, les passions, les valeurs, etc., ça semble évident, mais les problématiques posées ne sont pas du tout les mêmes. Bon, la distance, j'en ai parlé tout à l'heure. Et un des points importants dans l'étude de marché, c'est la fréquence d'achat. Si vous avez un food truck et que vous vendez des repas sur un parking où il y a des entreprises qui n'ont pas de cantine, donc la fréquence d'achat, c'est je fais de la cuisine indienne. Les gens, ils vont pas manger de la cuisine indienne tous les jours. Donc, je dois savoir leur appétence pour ça, pour voir si je viens une fois par semaine ou une fois par mois avec mon camion. De la même façon, c'est le renouvellement. Est-ce que ça va m'aider est-ce que, par exemple, pour un produit donné, est-ce que les gens, ils en achètent un tous les ans, tous les mois ou tous les 10 ans? Et la réponse à cette question va vous indiquer à peu près une première estimation de votre fréquence de vente, etc. Bon, le panier moyen et bien entendu les attentes. Je reviens à quelque chose que je vous ai dit tout au début. Le marché est derrière toutes vos actions. C'est une phrase qui fait un peu intellectuelle, mais si vous négligez le marché continuera et marchera sans vous. Et c'est extrêmement important, en particulier pour ceux d'entre vous qui vendront en ligne. Quand on vend sur Internet, les clients, ils votent avec leur souris. Et vous êtes à un clic d'être jeté dehors. Et c'est beaucoup plus simple que de tourner les talons dans un magasin. Alors, on a des questions. Alors, vas-y. Alors, de Sébastien, qui me dit quels sont les outils pour parvenir aux résultats attendus sur ces informations. Alors, c'est clair que il n'y a pas que des outils. Et là, ce qu'on présente, c'est une méthode, et c'est un peu à chacun d'entre vous, à partir de cette méthode, de chercher les réponses, évidemment, qui sont extrêmement diverses. Vous comprenez bien que quelqu'un qui fait de la menuiserie industrielle et quelqu'un qui vend des services à la personne ou du consulting n'ont pas du tout les mêmes attentes. Mais c'est à ce moment-là, c'est à partir de ça que vous allez chercher. L'autre question. Alors, quand ce sont des données publiques, vous allez très vite identifier la taille du marché. Et ça va vous renvoyer à la question dont on parlera tout à l'heure, c'est je veux quoi de ce marché? 10%, 1%, sur ma ville, sur ma région, sur la France entière. Et ça va vous poser un petit peu cet ensemble de questions. Il n'y aura pas véritablement d'outils, puisque vous allez
pas appliquer un outil sur votre projet qui, par définition, est unique. Alors, il y a des méthodes qui sont utilisées. Je vais vous donner des exemples au fur et à mesure des slides. La première, c'est l'analyse de la concurrence et des offres. Je suis comme beaucoup de bénévoles à l'ADI, je reçois beaucoup d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs. Et tous les gens que je reçois ne sont pas forcément des prix Nobel d'économie. Certains disent, bon, bah, moi j'ai un produit, j'ai une idée de service, voilà ce que c'est, je me dis que je peux avoir 10% du marché sur ma ville ou ma région, j'ai des concurrents, je vais regarder ce qu'ils font et je vais mettre à peu près le même prix. C'est une manière comme une autre de faire une étude de marché. Bon, ça marche ou ça marche pas, mais il y a des gens qui disent, bon, moi je me sens pas de me lancer dans une étude compliquée, je vais faire comme ça. C'est une manière. Donc je pars là des concurrents en me disant mes concurrents ont déjà fait le boulot, je vais copier sur eux. C'est une méthode. Alors que la véritable question qui se pose, c'est, elle tient en deux mots. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que vous allez venir chez moi? Pourquoi est-ce que vous allez m'acheter à moi et pas à quelqu'un d'autre? Et là, vous allez commencer à vous poser des questions sur la valeur. Vous allez analyser vos concurrents qui ont des points forts. D'abord, ils sont déjà là, alors que vous n'y êtes pas encore. Et puis, ils ont des points faibles. Par exemple, ils ont une réputation pathétique. Vous avez regardé sur Internet et c'est un désastre. On parle d'eux, c'est une catastrophe. Vous dites, ah, ben là, je peux utiliser, moi, un contre-pied pour montrer que moi, au moins, je suis sérieux et ce que je fais est bien. Et c'est en ça que l'analyse de la concurrence est quelque chose d'important. Bon, combien de concurrents, bien sûr. C'est clair que si vous voulez vous lancer sur un food truck de burgers dans une ville où il y en a déjà 3, ça va être dur de se faire une place au soleil. Sauf à travailler sur la valeur et que vos burgers seraient les meilleurs du monde. Allez, un petit exemple pour sortir d'un truc qui est un peu académique. Tout le monde connaît Burger King et McDonald's. On en pense ce qu'on veut, mais ces gens-là ont des centaines de restaurants à travers la France. Et il y a une appétence de la clientèle, jeune ou moins jeune, pour manger des burgers. C'est ce qu'a analysé la chaîne BioBurger, qui a dit, bon, on va faire exactement le même produit que les autres, sauf que nous, on va travailler sur des bons produits, des bons pains, de la bonne viande, etc. Et qu'on ne va pas faire du volume partout, mais on va s'implanter dans les villes, là où il y a une appétence pour des bons produits. Donc, ils ont copié sur leurs concurrents et ils ont travaillé sur la valeur en ayant des produits qu'ils vendent comme étant meilleurs que ceux qui sont distribués en masse par leurs deux principaux concurrents. Donc, ils sont à la fois concurrents et pas concurrents, parce que c'est David et Goliath. Eux, ils sont tout petits, les autres sont très grands. Mais on se fait une niche et on travaille sur des gens qui ne veulent pas aller dans le truc de malbouffe de certains en disant, mais nous, on fait le même produit, mais chez nous, c'est bon. Vous voyez, c'est une manière de trouver un marché à partir de la concurrence. Et dans ces cas-là, comment ils ont procédé? Ils ont réfléchi à qui étaient leurs clients. Alors, qui sont leurs clients? Comment ils consomment, etc. Donc, ils ont regardé quels étaient les clients et qui se posaient des questions sur la qualité de ce qu'ils mangeaient. Bon. Et à partir de là, ils ont créé ce qu'on appelle la proposition de valeur. On fait la même chose que les autres, peut-être d'ailleurs plus cher, je ne sais pas, mais chez nous, on travaille sur la qualité de ce qu'on vous vend. Donc, il y a là un marché et ils l'ont identifié comme tel. Vous voyez, c'est une manière de travailler sur la concurrence. Dans le domaine des services, vous êtes plombier ou électricien, j'en reviens à mes plombiers et électriciens, parce que faut que vous sachiez, je suis nul en plomberie et nul en électricité.
si je fais appel à quelqu'un, évidemment, je veux qu'il vienne me dépanner ou construire mon truc, mon petit chantier. Mais il y en a des tas. Et j'en reviens à la question, pourquoi vous? Pourquoi est-ce que je viendrai chez vous et pas ailleurs? C'est là où on se pose la question de la valeur. Si quelqu'un dit, écoutez, je viens mercredi 26 à 18h pour faire votre devis, la personne est là le 26 à 18h, j'ai mon devis à 21h, il me dit, je viens le 2 mars et je démarre le chantier. Il démarre le chantier le 2 mars, enfin le 3 parce que le 2 c'est dimanche. Il vient le 3 et il est là à 8h30 pour démarrer le chantier. Je vais peut-être payer le même prix qu'ailleurs, mais je perçois une valeur. Et cette valeur, c'est la confiance et la fiabilité de mon interlocuteur. Donc, si vous êtes au même prix que les autres, même peut-être un peu plus cher, mais que vous êtes fiable, surtout dans le monde du service, d'un seul coup, vos clients, évidemment, perçoivent la valeur et pas seulement le prix de ce que vous vendez. Voyez? Et si vos concurrents ne le font pas, vous avez trouvé là une manière d'adapter votre offre à un marché qui est des gens qui ont un besoin bien précis et pas seulement un besoin technique, mais un besoin de confiance. Et dans ces cas-là, c'est ce que vous vendez. Alors, on a une constatation de fait là qui nous dit comment trouver la fréquence de consommation des clients de la concurrence. Ce ne sont pas des informations faciles à trouver. Alors, je suis tout à fait d'accord. On a cette question très fréquemment ici avec les entreprises qu'on accompagne. Alors, la réponse, c'est une bonne paire de chaussures. Il faut y aller. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller dans les boutiques. Il faut aller voir comment ils sont, là où ils sont implantés. Il faut aller voir un peu les clients qui rentrent chez eux. Quand c'est du service, c'est la même chose. Évidemment, la question est super pertinente parce qu'il n'y a pas d'informations consolidées. Vous ne trouverez pas une base de données là-dessus. C'est clair, il faut marcher. Pour ceux d'entre vous qui veulent s'implanter dans une ville, une rue donnée, etc., il faut aller marcher. Il faut aller voir. Un marché, même si c'est un marché, comment dire, du samedi ou du dimanche, il faut aller traîner dans les marchés du samedi et du dimanche. Il faut aller voir. Donc la réponse à ça, c'est clair, c'est une bonne paire de chaussures. Je peux vous dire que c'est pas du tout mon monde. Je viens pas du tout de ce monde-là, mais j'ai accompagné énormément de gens qui créent leurs entreprises depuis que je suis bénévole à l'ADI, et on apprend beaucoup de choses, et en particulier sur nos a priori. On se fait tous énormément d'idées sur le marché et les clients, et le fait d'y aller se confronter, c'est important. Mais ce n'est pas toujours faisable, en particulier pour ceux d'entre vous qui vendent sur Internet. Sur Internet, vous pouvez faire client mystère beaucoup plus facilement, mais vous n'aurez pas d'idée de volume. Vous aurez une idée de comment fonctionne l'expérience de navigation, l'expérience de paiement, l'expérience de logistique, en particulier sur le delivery, la livraison des choses, mais vous n'aurez pas de chiffres. Donc, et là, la paire de chaussures ne vous servira pas à grand-chose. Mais en dehors, tout ce qui est physique, c'est clair qu'il faut simplement y aller. Il faut aller voir. D'autant plus, on l'a dit, je l'ai dit dans le truc précédent, c'est que la zone géographique dans laquelle vous êtes va être extrêmement déterminante. Si vous êtes dans une région économiquement sinistrée, la vente de bijoux de luxe en or et diamant, ça marchera moins bien. Ça paraît une évidence, quoi. Et c'est ça qu'on a marqué sur le slide là, c'est où vous confrontez vos produits et vos services au réel. Et dans ces cas-là, l'adapter.
Alors, au-delà du marché, il y a l'environnement. Donc, là, c'est clairement de connaître, votre objectif, c'est de connaître l'environnement de votre projet. Il y a des acteurs qui sont importants dans votre projet, qui sont des prescripteurs, qui sont des clients qui vous connaissent déjà, les fournisseurs et les organismes de réglementation. Alors, les prescripteurs, je ne vais pas vous faire un cours sur les influenceurs sur Internet, mais vous avez tout compris. Dans le temps, les seuls influenceurs qu'on avait, c'était les clients, le bouche à oreille. Ça fonctionne encore énormément. Dans énormément d'activités, le BAO, comme on dit dans le jargon, est extrêmement important parce qu'on dit, écoute, Cassandra, là, si tu as besoin d'un électricien, je connais un type, il est super. Et c'est une des premières sources encore aujourd'hui dans le monde des particuliers. Si vous vendez en ligne, c'est clair que tout ce qui est influenceur est important. Allez, une petite histoire pour que vous vous rendiez compte à quel point ça peut être important. On a eu ici, il y a 2-3 ans maintenant, une jeune femme, enfin une femme d'une quarantaine d'années, une ancienne ingénieure agronome dans un pays de l'Est de l'Europe, qui s'est lancée dans la confection de gâteaux créatifs. Des gâteaux magnifiques, c'est-à-dire une paire d'escarpins pour femmes en gâteau. Des bouteilles de bière avec l'étiquette, la capsule, etc. en gâteau, tout se mange là-dedans. Évidemment, pour ne pas avoir de perte, elle a monté son truc sur Instagram et elle vend sur Instagram. Le bouche à oreille fonctionne, mais ce n'est pas suffisant. Jusqu'au moment où des gens sur Internet ont repéré ce qu'elle faisait et des gens qui ne lui ont jamais rien acheté ont commencé à parler d'elle. Au point qu'un jour, elle est venue me voir en me disant, écoute, j'ai un problème. Voilà, comme tu sais, je suis mariée, mais je gagne plus que mon mari. Et lui, oups, voilà, le monde masculiniste, là, elle avait pris un coup parce qu'elle gagnait plus qu'avec lui. Et quand on a analysé son business, c'est à partir du moment où un ou deux influenceurs, pas les grands influenceurs mondiaux, ont commencé à parler de son truc, que voilà, des commandes de gâteaux, il en a plusieurs par semaine. Vous voyez, ça passe. Bon, là, c'est l'influence. Si vous êtes en activité, il faut tester. Donc, le bouche à oreille, on en a parlé, mais testez l'offre, testez votre offre. C'est un truc important. Il faut que vous partiez du principe qu'au départ, personne ne vous attend. Il y a déjà des gens qui sont installés, personne ne vous attend. Donc, la qualité de vos produits, la qualité de votre service est importante, mais il faut enclencher la machine du bouche à oreille, la machine de l'influence, pour être sûr que ce que vous vendez, produit ou service, tombe vraiment bien. Sans ça, vous risquez d'être, si vous avez trop travaillé, mais vous avez négligé ça, vous êtes comme les gens qui auraient construit le merveilleux TGV du futur. Tout. Il roule à 280 km/h, même sur des vieilles voies, enfin tout impeccable. Il est juste posé 5 cm à côté des rails. Et quand on n'a pas fait l'étude des marchés et qu'on n'a pas réfléchi, on peut construire le plus beau TGV du monde, mais poser 5 cm à côté des rails. Ça roule beaucoup moins bien. Il y a des gens là qui sont importants comme acteurs, ce sont les fournisseurs et les prestataires. Vos fournisseurs, pour un certain nombre de vos fournisseurs, vous pouvez être un élément clé. Je travaille avec Cassandra parce qu'avec elle, il n'y a que des clients de bonne qualité. Je travaille avec tel prestataire et tel prestataire. Par exemple, je fais des gâteaux, mais je n'ai pas de magasin moi-même. Il y a un corner d'une pâtisserie qui me prend mes gâteaux. Donc, les prestataires, là, jouent un rôle extrêmement important dans votre étude de marché, puisqu'effectivement, vous n'allez pas vendre les choses vous-même. Les organismes de réglementation
dès que vous avez un produit qui est réglementé, vous devez absolument vous assurer que vous n'aurez pas de bâton dans les roues. Exemple, on a eu ici il y a 2 ans une jeune femme qui faisait du rhum arrangé. Elle est originaire de Martinique et elle fait des rhums arrangés. Donc des mélanges de rhum, de fruits, de machins, etc. qu'elle vend. Et puis ça commence à fonctionner jusqu'au moment où on s'aperçoit que quand on commercialise un truc à base d'alcool, il faut avoir un agrément des douanes, ce qu'elle n'avait pas. Potentiellement, c'est jusqu'à 150 000 € d'amende et 2 ans de prison avec sursis. Donc, inutile de vous dire qu'on a fait des pieds et des mains avec les douanes, qui ont été d'ailleurs très arrangeants, pour que ça se termine par une toute petite amende pour elle, et puis une régularisation de sa situation. Et là, ni elle, ni nous, parce que nous l'accompagnions à l'époque, n'avions percuté que quand on commercialise un truc avec de l'alcool, il faut un agrément des douanes. Vous voyez ? Donc, comment le plus beau produit du monde, la meilleure étude de marché et le meilleur accompagnement avec l'ADI, quand on ne fait pas attention à certains trucs, peut d'un seul coup devenir un piège mortel pour l'entrepreneur. Donc, les autres éléments qui peuvent influer sur votre activité sur le marché, bon, politique et légal, c'est assez important. Cassandra l'a dit dans l'introduction, en ce moment, il y a des discussions sur les seuils de TVA pour les micro-entreprises. Il est clair que ça peut, si ces limitations venaient à rentrer comment dire, à être véritablement effectives, ça aurait un impact sur les études de marché, quelles qu'elles soient. Économique, bien sûr. Si je vous ai donné les exemples du vin, si vous vous mettez dans le business du vin, alors que la consommation d'alcool baisse et que les exportations baissent, vous n'êtes pas dans la meilleure niche. Social et culturel, c'est par contre à la fois un risque, mais à la fois une opportunité. Prenons les exemples alimentaires. La tendance végétarienne et végane est une tendance de marché réelle qu'il faut prendre en compte. Soit parce que vous faites du vegan et du végétarien, soit parce que vous n'en faites pas. Dans un cas, c'est une opportunité. Dans l'autre cas, ça peut être une menace. Donc, de la même manière pour le culturel. Il y a certains produits qu'on ne peut pas facilement vendre dans certains environnements. Et donc, il faut en tenir compte. Ça paraît une évidence, mais on se rend compte quand on accompagne des entreprises qu'il y a des gens qui négligent tout ça. Bon. Et puis, technologie et écologie. Technologie, ça signifie que si votre produit ou votre service a une base technologique, vous devez impérativement identifier les concurrents potentiels et leur puissance de frappe. Si vous avez une idée géniale, mais que face à vous, vous avez un géant de la tech, très vite, votre merveilleuse idée restera une très bonne idée et vous deviendrez un salarié chez le géant de la tech. Écologique, on en parle, je le mets dans le social et le culturel, parce qu'au-delà des prises de conscience sur l'environnement, c'est une dimension qui compte. Si vous êtes dans le monde du bâtiment, si vous êtes dans le monde de l'alimentaire, si vous êtes dans le monde du transport, effectivement, c'est quelque chose qui c'était marginal et ça l'est de moins en moins et ça le sera de moins en moins. Donc, je réponds par avance sur les questions qui peuvent se poser là-dessus. Il n'y a pas de chiffres à ce jour. On voit bien que vous trouverez des tonnes d'articles, des tonnes d'analyses dans la presse, mais assez peu vous ne trouverez pas de chiffres.
Voilà, je pense qu'il doit y avoir des questions avant qu'on passe à la suite. Pardon, j'étais en train de répondre à une question. Alors après, on attaque. Pour le moment, on est à jour. Voilà. Il y a eu d'autres questions, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire malheureusement du cas par cas. Je peux peut-être continuer, puis on reprendra les questions à l'issue de la webconférence. Ok. Donc, j'en vois quelques-unes dans le chat, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la concurrence. La concurrence, la première chose à faire, c'est comment est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse court. La concurrence, elle s'établit sur un périmètre. Si votre périmètre, c'est une ville ou une région, vous devez chercher vos concurrents dans cette ville et dans cette région. La première chose, c'est les pages jaunes sur Internet. Voir où sont vos concurrents réellement. Et pas seulement une adresse ou un numéro de téléphone sur Internet, mais où sont réellement vos concurrents. La deuxième chose, c'est si votre périmètre est au niveau d'une ville, c'est l'annuaire des commerçants et des entreprises de la ville qui, en général, est publié par votre mairie. Alors, c'est publié sur Internet, c'est publié dans un petit bouquin. Enfin, ce truc-là existe et ça vous permet de voir que vous êtes le quatrième pizzaiolo dans une ville de 800 habitants. Et ça, vous pouvez le voir assez vite. Si vous faites du commerce en ligne, évidemment, c'est beaucoup plus dur. Et là, on en revient au client mystère. Vous devez vous comporter comme un client pour voir quels sont les gens qui apparaissent en premier dans les recherches. Et si l'expérience de navigation et l'expérience complète chez ce partenaire potentiel, ce concurrent potentiel, pardon, est quelque chose qui met en danger votre projet. OK. Bon, les entretiens clients. Hop. Alors, le meilleur moyen d'aborder le marché, c'est par rapport à votre produit ou votre service, c'est de connaître vos clients. Parce que votre cible, elle est mouvante. J'en reviens à ma première réflexion, c'est pourquoi moi? Pourquoi est-ce que vous allez acheter chez moi? Pourquoi est-ce que vous allez sortir votre carte bleue pour moi? Pourquoi est-ce que c'est moi que vous allez appeler pour résoudre votre problème? Pourquoi moi? Et ça pose la question de la motivation de l'acte d'achat. Alors la motivation, elle est parfois forcée. Je suis en panne, j'ai besoin d'un plombier, à l'aide. Donc le premier qui vient, qui me dépanne, c'est génial, youpi, je suis heureux. Par contre, je veux agrandir ma maison et j'ai un problème de plomberie, c'est pas tout à fait, la motivation d'achat n'est pas du tout la même. Donc, pour vous qui êtes de l'autre côté de la barrière, c'est important de comprendre le mécanisme. Alors, la motivation, elle est liée à plusieurs choses. Elle est liée à votre prix et elle est liée à la valeur. Je vous en parlerai sans cesse de la valeur. On pourrait faire des webconférences de 2 heures là-dessus. C'est la valeur. Et la valeur, ce n'est pas le prix. C'est véritablement la valeur que vous attachez au produit ou au service. C'est l'exemple des produits Louis Vuitton. Si vous décortiquez un produit Louis Vuitton, c'est quelque chose avec des matériaux relativement standards, fabriqué avec beaucoup de soin et vendu très cher. Je ne connais pas grand-chose à l'automobile, mais je sais qu'une Ferrari, ça coûte cher. Et donc,
au-delà, mais par contre, je pense que à produire, ça coûte pas le prix auquel c'est vendu. Mais c'est rare. Et donc, là, il y a une valeur qui est assez décorrélée de la valeur intrinsèque du produit ou du service. Et cette valeur, elle est fabriquée, elle est faite par l'attente des clients et la réputation qui est faite à l'entreprise ou à la boutique. Je reprends l'exemple du truc bio-burger qu'on a étudié récemment. C'est des burgers, quoi. Dans un environnement genre McDo, c'est des burgers. Mais pourquoi eux? Donc, où est la valeur? Et la valeur, ils ont travaillé sur l'attente des clients pour des produits bio, sourcés, qui ont du goût, qui ne soient pas des trucs de malbouffe. Mais fondamentalement, c'est un burger, quoi. Donc c'est une manière de créer la valeur. C'était l'exemple dans le monde du service, par exemple, des cartes de crédit. Des cartes de crédit, une carte de crédit, ça vous permet de retirer des sous, d'acheter chez un commerçant, et puis voilà. Il fut un temps, on vous disait, prenez la carte Gold machin, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Et globalement, c'est une carte de crédit, hein. Mais il y a une valeur qui est créée autour de ça. Vous voyez? Et ça, c'est lié à la connaissance de la cible. Je travaille sur des gens ils aiment bien les burgers, mais ils ne veulent pas la malbouffe. Ils veulent bien une carte de crédit, mais ils veulent montrer qu'ils sont mieux que les autres. Ils ont besoin d'une voiture, mais pas de la même bagnole que tout le monde. Vous voyez? Et ensuite, là, on travaille c'est la motivation liée à la valeur et sur l'habitude de consommation. Donc, et sur la manière dont tout ça va être mis en œuvre. Donc, dans un certain nombre de cas, vous pouvez faire ça via des entretiens. Ce n'est pas le cas toujours. Il faut être réaliste. Dans un certain nombre de cas, vous ne pourrez pas avoir d'entretien avec les clients. Vous pourrez étudier, mais pas forcément avoir de véritables entretiens. Un entretien, oui, parce qu'avec un certain nombre de questions, plus ou moins directives, vous pourrez avoir les réponses sur la motivation d'achat et sur les habitudes de consommation. Il y a, dans le monde de la grande distribution, il y a des entreprises qui font ça très bien avec des panels très larges. Là, je ne pense pas que ce soit le cas de la plupart d'entre eux. Mais c'est le fait d'y avoir réfléchi et d'avoir une idée des réponses est pour vous une étape de la validation dans votre étude de marché. Hein? Cassandra. Ouais, alors on a des questions par rapport à la slide précédente plutôt. En fait, il existait des annuaires qui recensent en fait tous les concurrents qu'on a selon le secteur d'activité. Ça existe ou pas? Alors, il y a des annuaires qui existent par industrie et par service. Si vous avez les moyens, achetez-les. Hein. Mais honnêtement, c'est cher. D'accord. C'est cher. Je vous donne des exemples. Quelqu'un qui organise des séminaires clients et des trucs dans l'événementiel. Il existe un guide complet de toutes les salles permettant de recevoir des organisateurs d'événements, que ce soit un forum d'entreprise, un mariage, tout ce que vous voulez. C'est un bouquin de 1200 pages. Je crois que ça coûte 2000 €. Ben oui. Évidemment, ce n'est pas en ligne sur Internet gratuit. Hein. Évidemment, parce qu'il y a une valeur. Il y a vraiment une valeur quand on cherche ça. Oui. Non, les questions, cette question est une question extrêmement pertinente, mais évidemment, il y a très peu de choses gratuites. Il y a très peu, même pas de choses gratuites en ligne. Et on a une autre question de René qui nous demande, est-ce que tu peux donner la différence entre une attente et un besoin? Alors, une attente, c'est ce que l'on croit, la chose dont on croit avoir besoin.
Et le besoin peut être l'attente. Mais il arrive que le besoin soit plus large, plus complexe que l'attente. Prenons des exemples. Tout le monde est allé chez Ikea une fois dans sa vie. Vous êtes rentré chez Ikea parce que vous aviez besoin d'un truc avec 2 étagères pour mettre dans la chambre de vos enfants. Exemple vécu. Je suis sorti de chez Ikea avec la fameuse étagère, etc. Et puis 5 ou 6 autres trucs que j'avais pas forcément, etc. Bref, voilà. Voilà. Donc, mes besoins, ils étaient limités. Et le magasin a dit, bon, ben, les attentes sont plus larges que son besoin. En présentant plein de trucs, on le perd un petit peu, il va bien finir par nous acheter quelque chose. Et effectivement, j'ai acheté plus de trucs que ce dont j'avais besoin. Vous voyez, c'est bien la différence. C'est la même chose dans un magasin de bricolage, où vous allez pour acheter 2 tournevis et un pot de peinture, et vous ressortez de là avec un paquet de trucs énormes, parce qu'on a joué sur vos attentes. Votre attente, c'est ouais, mais après la peinture, il faudrait peut-être que je dépanne ce truc-là, j'en vais en avoir besoin. En réalité, vous ne le dépannerez pas ni tout de suite, ni plus tard, etc. Scène de ménage à la maison, je vous passe la suite. Mais on a joué sur votre attente. C'est dans le cas d'un service, revenons à l'électricien ou au plombier. Le besoin, c'est j'ai un projet, vous m'aidez à faire l'électricité de cette pièce-là que je vais mettre à grandir chez moi, ou la plomberie, pareil. Et ça, c'est ce que je vais exprimer comme besoin. Et vous dites, oui, mais si vous faites ça, pendant que vous y êtes, vous rajouteriez pas 2 lampes et puis 3 boutons ici, etc. Ça serait quand même mieux pour vous. Et là, vous allez travailler sur une attente, formulée ou non. Dans un certain nombre de cas, c'est formulé. Il y a des fois, c'est le client qui tend la perche. C'est le cas dans l'achat automobile, l'achat d'un truc électroménager, l'achat d'un téléphone portable. Vous avez besoin de quoi? D'un téléphone qui vous permette donc de téléphoner, d'avoir accès à vos mails, d'avoir accès à des applications sur Internet. En gros, tous les téléphones font ça. Plus ou moins bien, tous les téléphones font ça. Et puis, on va jouer sur des attentes. Et l'appareil photo, et le fait de pouvoir pratiquement vous passer d'ordinateur pour un certain nombre de choses. On va vous créer, vous faire une attente. Là, c'est dans ce cas-là, vous voyez bien qu'on vient vous pêcher. Et c'est un petit peu la même chose que va le faire. Mais pour faire ça, il faut que celui qui vous le propose, là, en l'occurrence, c'est vous, ayez une bonne connaissance de votre cible pour proposer quelque chose qui soit pertinent. Vous voyez? Et c'est là où on joue sur la motivation psychologique de l'acte d'achat qui fait que, bon, voilà ma carte bleue, j'achète. Alors, où en étais-je là du coup? On va peut-être un petit peu avancer, ce qu'il est déjà... Voilà, la stratégie commerciale. Voilà, c'est bon. Bon, on va passer assez vite là-dessus. Hein. Donc, c'est clair, c'est votre offre doit répondre aux besoins. Et vous pouvez créer le besoin, mais il doit répondre aux besoins. Il est clair que si vous êtes au milieu d'une ville qui est entièrement végane, votre kebab machin, il a assez peu de chances de fonctionner. C'est une évidence, mais il faut regarder ça avec honnêteté par rapport à vous-même. Bon, fixez vos prix. Alors là, c'est le conseil. Là, carrément, je vais vous donner des conseils plutôt.
plutôt que de vous faire un cours de marketing. C'est le marché qui va tout déterminer. Donc, c'est le pouvoir d'achat moyen de votre clientèle, le niveau de charge que vous devez couvrir pour être rentable et vos concurrents. Si vous voyez que vos concurrents vendent un truc à 25 euros, vous pouvez le vendre 23, vous pouvez le vendre 27, mais vous ne le vendrez pas 30. Vous voyez, c'est là où votre analyse du marché va être importante. Dire oui, mais moi, mon produit, c'est 30, je ne peux pas faire moins de 30. Si là, vous êtes clairement au-dessus du marché, il faut vous poser des questions sur le produit lui-même, parce que vous êtes en dehors du marché. Vous voyez, sauf si vous créez de la valeur autour. C'est-à-dire que vous rendez votre produit unique en disant « Ah, je vais chez Cassandra parce que chez elle, il y a quelque chose que je ne trouverai pas ailleurs. Et je suis prêt à payer 30 euros à Cassandra alors que bon, bah, les autres, c'est 25, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas le petit truc en plus. » Donc, et c'est là où, puisque vous créez vos entreprises, vous créez vos projets, il faut éviter de tomber dans le piège, de la Ferrari et de la Fiat Panda. Un des grands problèmes des entrepreneurs, et on les voit sans cesse ici, c'est les gens qui donnent la Ferrari au prix de la Fiat Panda. Parce qu'ils veulent absolument gagner des clients et ils en donnent, toujours pour un prix qui est fixe. Donc, ça veut dire que le client, il aura une Ferrari, mais il dit « Ouais, mais ça vaut le prix d'une Fiat Panda ». Donc, c'est tout simplement, dans ces cas-là, c'est un entrepreneur qui n'a pas joué sur la valeur, qui n'a pas dit que, écoutez, non, moi, mon truc, c'est ce prix-là, parce que c'est unique. Dans ce cas-là, vous faites pareil que les autres, ben vous devez vendre le même prix que les autres. Et c'est tout. Donc, c'est là où, sans cesse, vous devrez vous poser la question de la valeur. Que vous vendiez des sandwichs, des burgers, que vous vendiez des bijoux, que vous vendiez des vêtements, ou que vous vendiez des services de plomberie ou d'électricité. C'est sans cesse se poser la question, où est la valeur? Dans le service, la valeur, elle est dans la sécurité, votre fiabilité. Écoutez, ça coûte 200 euros, madame, mais je commence le 3 mars et ça sera fini le 5 et vous aurez votre facture le 5. Et ça sera fini. Et quand vous dites ça et que vous tenez ça, c'est de la valeur. Ce n'est pas les 200 euros que la personne vous a payé. Parce que cette personne dit, ouais, j'ai payé 200 euros, mais il m'a dit qu'il serait là à telle heure, tel jour, il était là à telle heure, tel jour, j'ai eu ce qu'il m'a dit et il y a eu zéro problème. Je suis prêt à témoigner que c'est un artisan génial. Vous voyez, ce n'est pas les 200 euros, pareil que la concurrence, c'est la valeur qui a fait la différence. Alors, on a une question de Clémentine qui nous dit, si plusieurs services proposés, peut-on proposer un service à prix abordable pour un bon rapport qualité-prix et proposer un service qui sera plus coûteux pour un service plus technique? Toujours, puisque dans les deux cas, c'est la valeur. Ne jamais oublier que le prix, Clémentine, le prix, c'est une chose. La valeur, c'en est une autre. Il y a des produits ou des services, ça ne joue que sur le prix. Donc, dans ces cas-là, vous faites exactement comme vos concurrents et ça peut très bien fonctionner. S'il y a des clients pour ça, ça peut très bien fonctionner. Mais effectivement, vous pouvez positionner ensuite un produit ou un service premium, comme on dit, qu'il aille plus cher ou sur lequel vous faites plus de valeur, bien sûr. Et on a une autre question aussi de Maria. Comment tester le prix avant de lancer sa gamme définitive? Ben alors là, tout dépend. Il faut travailler avec ce que les marketeurs appellent une cible témoin. En général, la cible témoin, c'est les copains, la famille, les relations. Qui n'hésiteront pas à vous dire, écoute, tes bagues scarabées en plaqué or, machin, bon, c'est bien joli, mais tu ne vas pas en vendre des milliers. Ce que ne fera pas quelqu'un qui ne vous connaît pas. Il faut tester. Voilà. C'est clair, il faut tester. De toute manière, il n'y a pas de recette miracle.
Ou si vous connaissez la recette miracle, je vous donne un conseil tout de suite, vous vous installez comme voyante, mais pas comme entrepreneur. Il paraît que ça paye. Si tu veux, tu peux continuer, on est à jour. Ok. Donc je dis, fixer vos prix, c'est vraiment important. S'il y a une phrase, puisqu'on on arrive pratiquement au bout là, s'il y a une phrase qui est importante, c'est le marché est derrière tout ce que vous faites. C'est-à-dire que ce que vous faites, que ce soit des burgers, que ce soit de la plomberie, que ce soit un service à la personne, c'est lié au marché. S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de service, il n'y a pas de produit, ça ne fonctionne pas. Et vous devez vous poser les questions, c'est est-ce que ce que je fais correspond à un marché? Un marché, c'est des clients, à un prix, à des concurrents, etc. Après, vous aurez il y a des techniques. Comme je vous l'ai dit, je fais comme mes concurrents un petit peu moins cher, je fais comme mes concurrents un petit peu plus cher, je fais comme personne ne fait jusqu'à présent et je positionne mon truc à part pour bien montrer que je suis différent. Mais votre objectif, c'est toujours le même, alors que personne ne vous attend. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va venir me dire « Voilà ma carte bleue, j'achète chez toi ». Alors, on a une question de Séverine qui me dit, est-ce que vous avez des retours, alors c'est très spécifique, hein, est-ce que vous avez des retours sur les prix solidaires, c'est-à-dire certains qui payent plus pour que d'autres payent moins? Oui, alors on l'a traité rapidement sur la partie les biais culturels, la partie écologique, etc. C'est lié au marché. Clairement, tout ce qui est écologie solidaire est lié à des biais culturels. Je m'explique. Le biais culturel, c'est dans un marché rikiki, pas forcément solvable, des gens qui adhèrent culturellement à une démarche. C'est l'exemple type, vous vendez quelque chose dans un monde rural plutôt pauvre, où les gens n'ont pas d'argent, mais sont sensibles à vos arguments écologiques, par exemple. Donc, effectivement, il y a des gens qui vont vous acheter, mais ça ne fera pas beaucoup de volume. Ou vous êtes dans un monde urbain où des gens adhèrent à ce discours au sens culturel du terme, ou politique, peu importe, et eux ont les moyens. Donc, la question, c'est dans les deux cas, c'est combien? Est-ce qu'il y en a assez pour que mon entreprise vive dans un cas comme dans l'autre? Et une fois de plus, si là, vous n'êtes pas sur Internet, mais vous êtes dans le monde physique, une bonne paire de chaussures. Faites les marchés, allez voir les boutiques, traînez dedans, inspirez-vous, copiez, sans vergogne. Tu peux continuer. Et puis, donc, j'en ai où là? J'ai 18, 19. Voilà. Yes, c'est la dernière. Voilà, c'est la dernière. Il y a eu plusieurs questions sur les données qui existent. Hein. Il y a des chiffres globaux, mais qui à l'échelle de vos projets, je suppose aucun de vos projets est un grand projet, les statistiques sectorielles de l'INSEE européenne, etc., qui sont gratuites et accessibles en ligne, c'est beaucoup trop énorme. Donc, c'est par rapport à un projet qui est lié à une ville, à un petit bout de région, etc., vous n'allez pas trouver ça très pertinent. Par contre, vos concurrents, sortir le maximum d'infos sur vos concurrents, oui. Si vous êtes en micro-entreprise, vous ne trouverez rien, puisque vos clients micro-entrepreneurs ne déposent pas leur compte et vous n'aurez pas d'informations sur eux. Si vous êtes en société, oui, vous aurez les bilans qui sont publiés au greffe du tribunal de commerce. Mais si vous êtes en micro-entreprise, vous ne trouverez rien, aucun chiffre sur vos concurrents. Vous trouverez des chiffres sur votre clientèle, leur budget, leurs habitudes de consommation, clairement en regardant ce que font vos concurrents et en allant voir sur votre zone commerciale, le périmètre commercial que vous envisagez d'attaquer,
pour voir un petit peu comment il se positionne. À cet égard, je vous l'ai dit, une bonne paire de chaussures les samedis après-midi et vous allez faire un tour. Enfin, moi, je viens pas de ce monde-là. Personnellement, c'est très intéressant. Et les données sur votre produit, ben là, il faut se comporter comme si vous étiez un client. Comme si vous vouliez acheter votre produit, mais chez quelqu'un d'autre, pour voir comment ça se passe. Donc ça va vous donner une idée. La méthode de calcul qui est présentée sur la droite est une méthode de calcul un peu scolaire, mais ça vous donne une idée de comment vous allez aboutir à une marge brute pour vos produits. Mais là, ce que je vous conseille, c'est rapprochez-vous de l'ADI, puisqu'on accompagne quand même les entrepreneurs. Et quand on vous finance, etc., on vous suit, on vous aide à monter votre business plan pour voir si votre projet est viable ou pas, économiquement parlant. En tout cas, beaucoup disent qu'ils ont bien aimé tous les exemples que tu as donnés, toutes les illustrations. Bien. Cassandra, je te repasse la main. Ouais. Alors, pour faire, je vais être assez rapide parce que c'est vrai qu'on a un petit peu dépassé pour celles et ceux qui doivent nous quitter. Donc, pour vous donner quelques informations sur l'ADI. Donc, au niveau nous, on propose du microcrédit et on n'a pas, c'est ce que je disais au tout début de la conférence, on n'a pas d'exigence d'apport personnel. On a souvent la question. Et on n'a pas de prise de garantie sur le matériel qui est financé notamment. Et on va financer tous les statuts juridiques, même si dans les faits, on finance beaucoup de personnes qui sont en micro-entreprise, donc c'est un peu le choix premier de beaucoup d'entrepreneurs, mais on finance tout le type de statut et tous les secteurs d'activité à partir du moment où ils sont légaux, évidemment. Donc, que ce soit du bâtiment, du commerce, de la restauration, du service à la personne, beaucoup de prestations de services en général, même dans des milieux plus agricoles, etc. On va financer tout type de secteur d'activité et notamment pour tout type de besoin, ce qui n'est pas forcément le cas des banques qui ne vont pas forcément financer de la trésorerie notamment. Ils veulent plutôt financer du matériel, donc ce qui est physique. Et nous, on va intervenir à la fois sur de l'investissement, du stock, le financement par exemple des premiers loyers d'un local commercial que vous loueriez et aussi sur du matériel. Et enfin, on a la possibilité aussi de financer des personnes qui sont fichées Banque de France. Ça peut concerner certains d'entre vous à partir du moment où la Banque de France vous donne son accord. Alors, notre fonctionnement, c'est un prêt qui va jusqu'à 12 000 €. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, c'est rare qu'on finance sur un premier prêt 12 000 €. Donc, ça sera vraiment à discuter avec le conseiller qui vous recevra. Et on peut intervenir à la fois au démarrage de votre entreprise, donc même au moment de l'immatriculation, mais aussi si vous êtes déjà lancé. Il est possible que votre entreprise soit déjà immatriculée, que vous soyez déjà lancé, mais que vous avez besoin de financer du matériel ou de développer votre activité. Et dans ce cas-là, on peut aussi intervenir. Donc, c'est ce que je disais précédemment, on va vraiment privilégier la progressivité du prêt. Donc, il est rare qu'on démarre tout de suite à 12 000 €. On va échanger avec vous pour voir si la demande de financement est adaptée aussi à votre projet et aux échéances et notamment à votre reste à vivre tous les mois. Donc, on va regarder un petit peu aussi quel est votre budget mensuel quand on retire le loyer, vos charges personnelles et voir en fait ce qu'il est possible pour vous de rembourser. L'objectif, c'est pas de vous mettre en difficulté aussi. Donc, au niveau du taux d'intérêt, pour un prêt qui est de moins de 24 mois, on est à 8,07%. À partir du moment où c'est votre premier prêt à l'ADI et qui dure moins de 24 mois. Si vous avez déjà été financé par l'ADI dans le passé ou que votre prêt est de plus de 24 mois, on est à 9,74%. Là, je vous donne vraiment les grandes idées du prêt, mais honnêtement, il faudra que vous voyiez avec le conseiller parce que sur certains territoires, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle un prêt à taux zéro, enfin un prêt d'apport en capital. Donc là, c'est vraiment pour vous donner une grande idée, mais en fait, vous aurez le montant et le global en échangeant avec le conseiller. Voilà, c'est pour vous donner une idée générale. Et la principale condition, c'est d'avoir une personne qui se porte garante de votre prêt à l'ADI, c'est-à-dire qui s'engage sur 50% de la somme empruntée. Imaginons que vous empruntez 6 000 € à l'ADI.
votre garant s'engage sur la somme de 3 000 €. Si vous ne pouvez pas payer certaines mensualités, c'est une personne qui sera en fait qui aura la possibilité en fait finalement de payer les échéances que vous n'arrivez pas à payer tant que cette personne elle-même ne se met pas en difficulté. Donc, ce sera une personne qui aura des revenus stables. Ça peut être notamment, par exemple, quelqu'un qui est à la retraite, parce qu'on a souvent la question. Ça peut être aussi un retraité. Hop. Alors, je vais essayer de répondre à des petites questions. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il peut y avoir un délai pour le remboursement du prêt? Oui, il peut y avoir un différé à discuter avec le conseiller. Je crois que c'est maximum 3 mois. Mais il faut quand même qu'il y ait une raison justifiée. Enfin, il faut que ça soit justifié. Si on n'a pas ce genre de garant. Alors, le garant, déjà, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, le garant, ça peut être un ami, un collègue, un frère, une sœur, mais pas le conjoint. Voilà, ça, je préfère le préciser. Et si vous n'avez pas de garant, il existe aussi une autre solution, c'est-à-dire que ça s'appelle on appelle le dépôt de garantie. Et en fait, vous devez déposer 25% de la somme empruntée sur un compte de dépôt qui est géré par l'ADI. Donc, je donne un exemple simple. Si vous empruntez 10 000 €, il y a 2 500 € qui vont être bloqués sur un compte et qui vous seront rendus à l'issue quand vous aurez terminé de payer votre prêt. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Céline, j'ai dit 3 mois pour le différer, maximum. Et il faut que ça soit justifié. Alors, je continue. Quand vous êtes financé par l'ADI, vous avez aussi accès à des bons plans avec nos partenaires. Donc, c'est des bons plans qui sont négociés notamment auprès de comptes professionnels comme Shine, Conto. On a des bons plans aussi pour la création de sites web avec C'est mon site. Donc voilà, ça c'est vraiment... Si vous êtes financé par l'ADI, le conseiller, vous pourrez en parler avec le conseiller qui pourra vous présenter tous les bons plans, tous les partenaires bons plans avec qui on travaille aujourd'hui. Hop, je vais passer... Alors, je pense qu'on va pouvoir conclure avec à 17h15. Emmanuel, merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous. On a essayé de répondre au maximum de questions. On a essayé de prendre des questions globales parce que parfois, il y a des cas aussi particuliers. L'objectif, c'était un peu de vulgariser aussi l'étude de marché dans sa globalité. À l'issue de la webconférence, je vais vous envoyer un petit mail avec toutes les informations, le replay, toutes les informations sur l'ADI, sur comment nous contacter. Voilà. Et merci beaucoup, Emmanuel, si tu veux dire quelque chose pour... Merci à vous tous d'avoir assisté à cette webconférence. Et donc, vous aurez, elle est revisionnable en replay quand Cassandra l'aura mise en ligne. Voilà. Merci, très bonne soirée à tous. Tu as plein de merci là. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.